Sur une autoroute glacée du Nord, le trafic gronde jusqu'à ce qu'un Navy SEAL voit ce pourquoi personne d'autre ne s'arrête. Une chienne mère perdue est assise au bord de la route, les pattes avant pressées l'une contre l'autre, comme si elle priait le mauvais sauveur. À côté d'elle, dans une boîte en mousse brisée, trois minuscules chiots tremblent, abandonnés, âgés de quelques semaines seulement, presque à court de temps. Le Navy SEAL se déplace comme une flèche, courant tandis que la chienne mère le mène vers un secret caché. Il prend les chiots impuissants dans ses bras, et à cet instant, leur destin s'entremêle. Puis les jours découvrent une vérité enfouie, exposent un puissant mensonge et révèlent un miracle silencieux que personne n'attendait. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si la compassion compte encore pour vous, aimez, abonnez-vous et restez avec nous. Le matin dans l'extrême nord des États-Unis arriva propre et vif, le genre de froid qui ne criait pas, mais se pressait silencieusement contre la peau. Des forêts de pins bordaient l'autoroute comme une formation disciplinée, vert foncé contre un ciel d'hiver pâle. Le trafic était dense mais lent, embouteillé par des travaux routiers devant. Cônes oranges, flèches clignotantes, hommes en vestes réfléchissantes immobiles comme des sentinelles. C'était le genre d'endroit où le temps s'étirait, où les gens regardaient à travers les pare-brises et pensaient à tout sauf à l'endroit où ils étaient. Caterer conduisait les deux mains sur le volant, la posture droite sans effort. Il avait 40 ans, juste plus de 1,80 m, large d'épaules, bâti non comme un bodybuilder, mais comme un homme qui s'entraînait parce que sa vie en avait jadis dépendu. Son visage avait les lignes angulaires nettes de la masculinité américaine, une mâchoire forte, des pommettes hautes, pas de barbe pour adoucir les bords. Ses cheveux châtains foncés étaient coupés en un undercut soigné, discipliné même ici. Même maintenant, des yeux bleus gais observaient la route, avec une distance exercée, alerte, mais pas agité. Les gens qui le connaissaient de manière occasionnelle auraient pu le qualifier de calme. Les gens qui en savaient plus l'auraient appelé le confinement. Il portait ce qu'il portait toujours lorsqu'il conduisait seul, une chemise de combat camouflage à manches longues et un pantalon assorti, le tissu usé mais immaculé, ajusté près du corps sans restreindre le mouvement. Une ceinture tactique sombre était à sa taille, tenant une petite pochette utilitaire et un étui qui ressemblait plus à un porte-outils qu'à une arme. Des bottes militaires couleur sable reposaient solidement sur les pédales. À son poignet gauche, une lourde montre en métal avec un cadran noir captait la lumière lorsqu'il tournait le volant. La tenue n'était pas un costume, c'était une habitude, c'était une armure. Cade conduisait vers une petite ville du nord appelée Breer Hollow, un endroit qu'il avait choisi précisément parce que rien ne semblait jamais s'y passer. Il se disait qu'il recommençait, bien qu'il ait appris à la dure que recommencer était surtout une histoire. Les gens se racontaient pour rendre le présent supportable. Il avait quitté les Navy SEALs 6 mois plus tôt, officiellement retraité, officieusement non guéri. La guerre ne l'avait pas suivi chez lui de manière bruyante. Elle était venue tranquillement dans la façon dont il scannait les pièces, dans la façon dont le silence ne semblait jamais vide, dans la façon dont son corps restait prêt longtemps après que ce ne fût plus nécessaire. Il ne pensait à rien de tout cela quand il vit la chienne. Elle se tenait près du terre-plein, juste au-delà de la bande rugueuse, où la route s'élargissait légèrement à cause des travaux. Les voitures passaient au ralenti, les conducteurs impatients, inconscients. La chienne ne s'ia pas au bruit. Elle n'aboya pas. Elle ne courut pas. C'était une bergère allemande, adulte, son pelage épais et usé, noir et feu, terni par la saleté et l'hiver. Elle était assise droite, la colonne vertébrale droite. Ses pattes avant étaient pressées l'une contre l'autre, presque se touchant, non pas par un tour entraîné, mais parce qu'elle était épuisée et froide, ses muscles tremblants avec l'effort de rester droite.
À côté d'elle, à moitié cachée contre la barrière de béton, se trouvait une boîte en mousse blanche tachée de saleté de la route. À l'intérieur, à peine visible, il y avait 3 petites formes recroquevillées l'une contre l'autre. Des chiots de quelques semaines seulement, leurs flancs frémissant de respiration peu profonde. Cade retira son pied de l'accélérateur. Il se dit que c'était parce que le trafic ralentissait de toute façon. Il se dit que s'arrêter sur une autoroute était dangereux. Ses instincts aiguisés par des années d'entraînement à la survie cataloguèrent la scène rapidement. Pas de propriétaire en vue, pas de laisse, pas de collier visible au premier coup d'œil, zone de construction limitant la vitesse. Il pouvait continuer. Il aurait dû continuer. La chienne ne regarda aucune des autres voitures. Elle ne regarda que lui. Ses yeux étaient d'un brun ambré chaud, fixe et troublant dans leur calme. Il n'y avait pas de panique en eux, pas de supplication sauvage. Ils contenaient la résolution tranquille d'une créature qui avait déjà fait tous les choix à sa disposition et montait maintenant la garde sur le dernier. Cade avait déjà vu ce regard sur des visages humains dans des endroits où les options s'épuisaient. Il la dépassa. Le camion roula encore 30 mètres avant que sa poitrine ne se serrât. Net et inattendu, sa mâchoire se serra. Il vérifia le rétroviseur. La chienne n'avait pas bougé. Elle était toujours assise exactement là où il l'avait vue, le corps tourné vers la route, le regard suivant l'espace où son camion avait été. Cade jura entre ses dents et se rangea sur le bas-côté. Il coupa le moteur et s'assit une seconde, écoutant le métal tic-tac alors qu'il refroidissait au léger sifflement des pneus sur l'asphalte. C'était comme ça que ça commençait toujours, pensa-t-il. Une petite décision, une déviation. Il ouvrit la porte quand même. Le froid le frappa immédiatement. Il traversa la courte distance jusqu'à la chienne avec des pas délibérés, gardant sa posture détendue, les mains visibles. La bergère allemande suivit son approche, mais ne montra pas ses crocs. De près, il put voir à quel point elle était maigre sous son épais pelage, comment ses pattes tremblaient avec l'effort de rester immobile. Une légère rainure entourait son cou, la marque cicatrisée d'une corde ou d'une lanière trop serrée pendant trop longtemps. « Tu as fait ça exprès », murmura Cade, non pas accusateur, mais simplement constatant un fait. Il s'accroupit à côté de la boîte en mousse et en retira le bord. Les chiots étaient incroyablement petits, les yeux à peine ouverts, le pelage encore doux et inégal. Ils gémirent faiblement à l'intrusion, puis se pressèrent les uns contre les autres pour la chaleur. Cade enleva sa veste sans réfléchir et enveloppa la boîte, rentrant le tissu serré pour retenir la chaleur. Il la souleva avec précaution. La chienne se leva aussitôt, fluide et contrôlée malgré son épuisement, et recula pour lui laisser de l'espace. Quand il se tourna vers le camion, elle le suivit sans hésitation, sauta sur la banquette arrière et s'assit, la posture droite, comme si elle avait répété ce moment. Il fit une pause, une main sur la porte, frappé par la certitude de cela. Pas l'espoir, l'attente. Alors qu'il reprenait l'autoroute, ses yeux captèrent un éclat terne à la gorge de la chienne. Une médaille métallique pendait d'un collier en cuir usé, sa surface rongée par la rouille. Une seule lettre était encore lisible, gravée assez profondément pour survivre. Un L ou peut-être un I. Un début, pas un nom. La route s'étira. Les pins cédèrent la place à des champs ouverts saupoudrés de givre. Le chauffage ronronnait sur la banquette arrière. La bergère allemande ne se coucha pas. Elle resta assise droite, les yeux fixés vers l'avant, chaque centimètre d'elle-même concentré sur le fait de rester présente. Environ 15 minutes plus tard, Cade le sentit. La sensation était familière et indésirable. Le lent rampant entre ses épaules, le serrement à la base de son crâne. Il jeta un nouveau coup d'œil au rétroviseur. La chienne avait tourné la tête et le regardait maintenant, non pas avec urgence, mais avec quelque chose comme une évaluation. Elle se pencha légèrement en avant, son nez se soulevant, puis pressa une patte contre le dossier de son siège. Le contact était doux, intentionnel. La prise de cadre se resserra sur le volant. Il se gara sur une aire de repos
et coupa le moteur, son cœur battant plus fort que la situation ne le justifiait. Il posa son front un instant sur le volant, inspirant, expirant, se recentrant comme il avait appris à le faire des années auparavant, dans des endroits où la panique pouvait vous tuer. Quand il releva les yeux, la chienne n'avait pas bougé. Sa patte reposait là où elle l'avait placée, stable, chaude à travers le tissu. « D'accord, dit-il doucement, je te vois. » Il ouvrit la porte et sortit, scrutant l'air de repos et la lisière des arbres au-delà. Rien. Personne. Le monde était plongé dans le silence de l'hiver. Quand il remonta, la pression entre ses épaules s'apaisa. La chienne retira sa patte et se recoucha, son travail étant fait. Ils parcoururent le reste du chemin jusqu'à Briar Hollow sans incident. Au moment où Cade tourna dans la route étroite qui menait vers la lisière de la ville, le soleil était monté plus haut, la lumière froide aiguisant chaque contour. Il entra dans l'allée en gravier d'une petite maison louée blottie contre la forêt, simple et sans particularité. Il porta la boîte en mousse à l'intérieur, se déplaçant avec précaution, la posant près du chauffage. Les chiots s'agitèrent, de petits sons remplissant la cuisine silencieuse. La bergère allemande le suivit et se tint juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, le regardant avec une attention inébranlable. Cade se redressa et rencontra son regard. « Tu peux rester, » dit-il, se surprenant lui-même par la certitude dans sa voix. Pour l'instant. Les oreilles de la chienne s'agitèrent. Elle entra entièrement dans la maison et s'allongea à côté de la boîte, son corps courbé de manière protectrice autour d'elle. Cade remarqua alors comment sa respiration ralentissait, comment la tension se retirait de ses muscles pouce par pouce, comme si elle s'était maintenue en place pendant un temps emprunté. Il s'enfonça dans une chaise en face d'elle, l'épuisement le recouvrant comme un lourd manteau. Dehors, le vent traversait les pins, un son bas et constant. À l'intérieur, 4 vies respiraient à l'unisson fragile. Kay ne connaissait pas encore le nom de la chienne, ni pourquoi cette seule lettre rouillée semblait être un avertissement. Il ne savait pas que le choix qu'il avait fait sur le bord de l'autoroute irait bien au-delà de cette petite maison. Il savait seulement que pour la première fois depuis des mois, quelque chose avait percé l'engourdissement de Glaciao et avait exigé son attention, non pas par le bruit, mais par la confiance, et qu'il soupçonnait que c'était ainsi que tout ce qui était important commençait. Cade amena les chiens dans la petite maison louée à la lisière de Briar Hollow, juste au moment où le soleil d'hiver commençait à pencher vers l'ouest. L'endroit était modeste au point d'être anonyme. Un seul étage, un revêtement gris vieilli, un petit porche faisant face aux arbres, et des fenêtres qui captaient la lumière seulement brièvement avant que la forêt ne la reprenne. Des bois de pin pressés près sur 3 côtés, leurs hautes troncs formant un mur naturel qui bloquait la plupart du vent et du son. C'était le genre de maison choisie par des gens qui ne voulaient pas être vus trop clairement, ou par ceux qui voulaient que le monde se sente plus lointain qu'il ne l'était réellement. À l'intérieur, la chaleur arrivait lentement. Cade posa la boîte en mousse près du chauffage, prenant soin de l'incliner, de sorte que la chaleur atteigne les chiots sans les submerger. Il se déplaçait avec une précision méthodique, chaque action mesurée, comme si la plus petite erreur pouvait faire exploser quelque chose d'invisible. Le chiot s'agita, de doux sons s'élevant dans la boîte, mince, incertain, mais vivant. Il s'accroupit là plus longtemps que nécessaire, les regardant, les poitrines monter et descendre, comptant les respirations comme il comptait autrefois les secondes entre des explosions lointaines. La bergère allemande entra entièrement dans la maison et marqua une pause comme si elle cataloguait l'espace. Elle était de taille moyenne pour sa race, maigre sous son épais pelage noir et feu. Ses mouvements économiques et contrôlés. Ses oreilles restèrent droites, pivotant légèrement alors qu'elle cartographiait l'intérieur inconnu. Ce n'est que lorsque Cade s'assit sur ses talons qu'elle bougea à nouveau, s'installant à côté de la boîte avec un soin délibéré, son corps courbé de manière protectrice autour des chiots.
La tension dans ses épaules s'apaisa d'une fraction, assez pour que Cade le remarque. Il attendit un instant, puis dit doucement « Vesper ». Le nom le surprit autant qu'il semblait lui convenir, étoile du soir. Quelque chose qui apparaissait quand la lumière commençait à faiblir, mais refusait de disparaître entièrement. La chienne leva la tête, ses yeux ambrés rencontrant les siens, et ne détourna pas le regard. Cade hocha la tête une fois, comme si l'accord avait été mutuel. Les chiots avaient aussi besoin de noms. Quelque chose de simple. Quelque chose qui n'exigerait pas trop d'eux tant qu'ils apprenaient encore à exister. Le plus petit, plus sombre que les autres, il l'appela Ma. Celui aux pattes agitées devint Pip. Le troisième, plus calme avec une tache pâle sur sa poitrine, il le nomma Junie. Vesper le regarda pendant tout le processus, la tête légèrement inclinée, son expression illisible mais attentive. La première nuit passa en fragments. Cade dormit dans la chaise près du chauffage, ses bottes toujours aux pieds, sa veste pliée sous sa tête par habitude. Il se réveillait souvent, parfois au faible gémissement d'un chiot, parfois à rien du tout. Chaque fois, Vesper était déjà éveillé, observant la pièce, sa respiration régulière. Une fois aux premières heures, il se redressa brusquement d'un rêve dont il ne se souvenait pas, son cœur battant pour des raisons dépassées depuis longtemps. Vesper se leva instantanément et se plaça entre lui et l'obscurité du couloir, sa posture calme, sa présence ancrée. Il attendit que la tension diminue avant d'expirer. Le matin apporta une lumière pâle et la réalité de la logistique. Cade conduisit prudemment en ville, Vesper sur la banquette arrière, les chiots bien emballés. Briar Hollow se révéla par morceaux. Un restaurant avec des fenêtres embuées, une quincaillerie avec une enseigne peinte à la main, un bureau de poste qui semblait plus ancien que la route qui y menait. Les gens regardèrent son camion sans intérêt, puis regardèrent à nouveau lorsqu'ils remarquèrent la chienne. La clinique vétérinaire se trouvait à la lisière de la ville, propre mais sans prétention. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et la fourrure chaude. La vétérinaire, une femme d'une 50aine d'années, nommée Dr. Helen Mercer, salua Cade avec une chaleur professionnelle. Elle était grande et mince, ses cheveux blonds argentés tirés en un chignon bas, ses mouvements efficaces sans être brusques. Des années de pratique lui avaient donné une confiance inébranlable et une patience tranquille qui ne dépendait pas des bavardages. « Ils sont jeunes », dit-elle après avoir examiné les chiots, sa voix calme mais concentrée. « Trop jeunes pour être dehors par ce temps. » Vesper se tenait à proximité, les yeux fixés sur les mains du docteur. Elle ne grogna pas et ne hérissa pas ses poils, mais elle ne se détendit pas non plus. Lorsque le docteur Mercer tendit la main pour vérifier l'ancienne marque autour du cou de Vesper, elle fit une pause, son front se plissant. « J'ai déjà vu ça, dit-elle. Pas la chienne, la situation. » Elle leva les yeux vers Cade. Quelqu'un est venu la semaine dernière pour demander des nouvelles d'une bergère allemande et de 3 chiots. Une femme âgée, très inquiète. Cade sentit un subtil changement en lui, le léger déclic de quelque chose qui se mettait en place. Il donna son nom et son numéro au Dr. Mercer et elle les écrivit sans commentaire, son expression pensive. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme que Cade n'avait pas prévu de tolérer, encore moins d'accueillir. Des tétés toutes les quelques heures, la lessive, le nettoyage, de courtes promenades le long de la lisière de la forêt, où le sol était ferme et silencieux. Cade découvrit que l'épuisement dû aux soins était différent de l'épuisement né de la vigilance. Ce genre-là laissait ses muscles fatigués, mais son esprit étrangement clair. Vesper s'adapta rapidement. Elle apprit les sons de la maison, le grincement de la marche du porche, la façon dont le chauffage tic-tac lorsqu'il s'éteignait. La nuit, elle se positionnait de manière à pouvoir voir à la fois la porte et Cade. Pendant la journée, elle le suivait de pièce en pièce, jamais sous les pieds, toujours juste assez loin pour observer. Ce fut au 4e soir que le moment arriva,
celui que Cade allait plus tard reconnaître comme le point où la curiosité se transforma en quelque chose de plus lourd. Le soleil était presque couché, teintant les cimes des pins d'or, lorsque Vesper se leva brusquement de sa place à côté des chiots. Ses oreilles se dressèrent, son corps se raidissant. Cade leva les yeux de la table de cuisine, son rythme cardiaque s'accélérant par réflexe. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, bien qu'il sût déjà qu'elle ne répondrait pas. Vesper se dirigea vers la porte d'entrée puis s'arrêta. Elle n'aboya pas. Au lieu de cela, elle se retourna vers lui et le fixa d'un regard si intense qu'il en devenait troublant. Elle fit 2 pas vers lui, puis se tourna de nouveau vers la porte, répétant le mouvement, précis et délibéré. Cade se leva lentement, chaque sens s'aiguisant. Il ouvrit la porte et sortit sur le porche. L'air du soir était immobile. Les arbres étaient immobiles. Pas de phare, pas de voix, rien qui aurait dû justifier l'alarme. Pourtant, Vesper restait tendue, son regard fixé sur la ligne lointaine de la route, où elle s'incurvait hors de vue. Pendant un long moment, Cade resta là avec elle, le silence s'immisçant. Puis, tout aussi soudainement, Vesper se détendit. Elle rentra à l'intérieur, s'allongea à côté des chiots et expira, une respiration profonde et pleine qu'elle n'avait pas prise depuis son arrivée. Cade resta sur le porche, perturbé. Il ne croyait pas au présage. Il croyait au schéma, à la cause et à l'effet. Et quelque chose, il en était certain, venait de frôler le bord des deux. Cette nuit-là, le sommeil vint plus difficilement. Cade se retrouva à l'écoute de sons qui ne venaient pas. Il se repassa les mots du Dr. Mercer, la mention d'une femme âgée, l'inquiétude sous-entendue. Il se demanda quel genre de dispute se terminait par des animaux abandonnés sur une autoroute. Quel genre de personne pouvait faire cela et se regarder encore dans le miroir? Vers minuit, il entendit Vesper bouger à nouveau. Cette fois, elle n'alla pas à la porte. Elle l'approcha silencieusement et s'assit, son épaule pressant légèrement son genou. Cade posa sa main sur sa tête sans réfléchir. Sa fourrure était chaude, solide, indéniablement réelle. « D'accord, dit-il doucement, plus à lui-même qu'à elle. Nous allons trouver une solution. » Dehors, Briar Hollow dormait sous les pins, inconscient que quelque chose d'enfoui depuis longtemps avait commencé à refaire surface, guidé non par le bruit ou la force, mais par l'insistance régulière d'une chienne qui savait quand attendre et quand agir. 3 jours après la visite à la clinique vétérinaire, on frappa juste après-midi, doucement et délibérément, comme si la personne de l'autre côté ne souhaitait pas déranger la maison plus que nécessaire. Cade était dans la cuisine à chauffer de l'eau, les chiots endormis dans un nœud lâche de fourrure, et le souffle près de la fenêtre où le soleil d'hiver les atteignait. Vesper se leva aussitôt, non pas avec alarme, mais avec une attention focalisée, ses oreilles se dressant, son corps s'inclinant vers la porte. Cade sécha ses mains sur une serviette et l'ouvrit. La femme debout sur le porche semblait avoir plus de 70 ans, bien que non fragile. Elle était petite et mince, sa posture légèrement voûtée, mais non vaincue, comme si l'âge l'avait courbée sans briser sa ligne. Ses cheveux, d'un doux gris argenté, étaient tirés en un chignon bas qui révélait un visage ridé et des yeux de la couleur d'une porcelaine bleue fanée. Délicats au premier regard, vifs si l'on regardait plus longtemps. Elle portait un lourd manteau de laine olive boutonné jusqu'à la gorge, une écharpe crème soigneusement enroulée autour de son cou, et des chaussures sombres et pratiques saupoudrées de sel séché de la route. Ses mains étaient nues malgré le froid, les doigts pâles et tremblants, non pas à cause de la température, mais à cause de la retenue. Elle ne se présenta pas, elle ne fit pas un pas en avant. Elle regarda simplement au-delà de Cade dans la maison et demanda d'une voix à peine plus forte que le vent dans les pins, « Sont-ils vivants? » Cade tint la porte ouverte. Il étudia son visage de la même manière qu'il étudiait un terrain inconnu, absorbant les détails qui ne mentaient pas. La tension autour de sa bouche, la façon dont ses yeux revenaient constamment au sol comme si elle se préparait à un impact.
Il hocha la tête une fois. Ils le sont. La femme ferma les yeux un bref instant, le soulagement si immédiat qu'il sembla la vider. Quand elle les rouvrit, il y avait de l'humidité, mais elle ne la laissa pas tomber. « Merci, dit-elle, comme si le mot avait attendu longtemps d'être utilisé. Son nom, expliqua-t-elle alors que Cade s'écartait pour la laisser entrer, était Elowen Hart. Le nom lui convenait, vieilli, prudent, portant le poids de la continuité. À l'intérieur de la maison, elle s'arrêta juste avant le salon, comme si traverser pleinement l'espace nécessitait une permission qu'elle n'avait pas encore obtenue. Vesper l'approcha à pas mesurés et s'arrêta à un bras de distance, l'observant. Elowen s'agenouilla lentement, le mouvement raide mais exercé, et tendit sa main, paume vers le bas, permettant à la chienne de choisir. Vesper renifla, puis posa doucement son nez sur les doigts d'Elowen. La femme expira de façon tremblante et pressa ses lèvres l'une contre l'autre, un sanglot silencieux contenu par la seule volonté. Elle ne toucha pas les chiots. Elle ne tendit pas la main vers la chienne. Elle resta simplement là, respirant comme si la proximité était suffisante pour le moment. L'histoire d'Elowen émergea par fragments, non répétés, mais polis par la répétition. Elle avait élevé Vesper depuis qu'elle était jeune chienne, l'avait recueillie quand un voisin avait déménagé et ne pouvait pas la garder. Les chiots étaient nés derrière sa petite maison à la lisière de la ville, blottis sous le porche où le vent ne pouvait pas les atteindre. Elowen avait prévu de les garder tous malgré le coup, malgré les objections de son fils. Elle parla de la terre que sa famille avait tenue pendant des générations, de la pression pour vendre, des disputes qui commençaient tranquillement et se terminaient par des portes qui claquaient. Son fils, Darren Hart, avait pris les chiens un matin pendant qu'elle était à l'église. Elle le décrivit sans fioriture. Un homme d'une 40aine d'années, grand et bien soigné, avec des cheveux foncés, toujours coiffé avec soin, et un sourire qui apparaissait facilement quand il en avait besoin. Il était poli avec les étrangers, impatient avec ceux qui dépendaient de lui. Des années plus tôt, après la mort de son père, quelque chose en lui s'était durci, comme si le chagrin lui avait appris à mesurer la valeur uniquement à ce qui pouvait être sécurisé et vendu. Il lui avait dit que les chiens étaient un fardeau, une distraction, une faiblesse. « Je ne savais pas où il les avait emmenés », dit Elowen, ses mains serrées sur ses genoux. « J'ai cherché partout où je pouvais. J'ai demandé au refuge, à la clinique. J'ai pensé... » Elle s'arrêta d'avaler. « J'ai pensé qu'il était peut-être trop tard. » Cade écouta sans interrompre. Il avait appris que le silence portait souvent plus de vérité que les questions. Quand Elowen finalement leva les yeux vers lui, son regard tenait à la fois l'espoir et la peur en parts égales. « J'aimerais les ramener à la maison, dit-elle, si vous le permettez. » Vesper se déplaça subtilement, se plaçant plus près des chiots. Cade remarqua le mouvement, le calcul instinctif. Il ne répondit pas tout de suite. Il vit l'amour sur le visage d'Elowen, indéniable et sans retenue. Il vit aussi la prudence là, le réflexe de quelqu'un habitué à être contrecarré. « Je n'en sais pas encore assez, dit-il prudemment, ni sur ce qui s'est passé, ni sur ce qui pourrait se reproduire. » Elo hocha la tête comme si elle n'avait attendu aucune autre réponse. « Je comprends. » Elle se redressa, se drapant de dignité comme d'un manteau. « Je ne forcerai pas. Je demande seulement à les voir, à aider si vous me laissez. » Ils convinrent de termes qui semblaient provisoires et nécessaires. Elo rendrait visite pendant la journée, aiderait avec les repas, le nettoyage, les petites poids qui s'accumulaient autour des vies fragiles. Les chiens resteraient avec Cade jusqu'à ce qu'il y ait clarté, jusqu'à ce qu'il soit certain que personne ne viendrait les réclamer avec moins de soin qu'ils ne le méritaient. Quand Elowen se leva pour partir, elle s'arrêta à la porte et se retourna. « Vous devriez savoir, dit-elle doucement. Mon fils n'aime pas perdre. » Après son départ, la maison sembla plus silencieuse qu'avant. Cade se tenait à la fenêtre, la regardant marcher sur le sentier étroit vers la route,
sa silhouette progressivement engloutie par les arbres. Il sentit le serrement familier dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose avait bougé sous ses pieds. Le téléphone sonna juste au moment où la lumière de l'après-midi commençait à faiblir. Le numéro était masqué. Cade répondit quand même. « Ce ne sont pas vos affaires », dit une voix d'homme basse et contrôlée. « Pas d'accent, pas de précipitation. On vous a donné une chance de vous en aller. » L'appel se termina avant que Cade ne puisse répondre. Il posa le téléphone lentement, la colère s'enflammant puis s'apaisant en quelque chose de plus froid. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise 2 fois à quoi ressemblait un avertissement. Derrière lui, Vesper se leva, les oreilles dressées, le corps rigide. Elle n'avait pas entendu les mots, mais elle avait ressenti le changement. Elle se déplaça vers la porte et resta là, observant l'espace qu'Aloan avait occupé quelques minutes auparavant, sa queue immobile, son attention fixe. Cade suivit son regard et ressentit à nouveau ce sentiment troublant d'alignement, comme si les événements s'arrangeaient sans tenir compte de son consentement. Ce soir-là, alors que l'obscurité s'installait sur les pins, Vesper fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'approcha de Cade et lui donna un coup de nez insistant sur la main, puis se retourna et marcha vers le coin de la pièce où la boîte en mousse avait été placée pour la première fois. Elle s'y abaissa et s'allongea, la tête appuyée contre le mur, les yeux sur lui, imperturbable. Le geste semblait délibéré, symbolique d'une manière que Cade ne pouvait articuler, comme si elle marquait une frontière, traçant une ligne entre ce qui avait été et ce qui ne serait plus permis. Cade s'assit en face d'elle longtemps dans la nuit, le poids du choix s'imposant. Il comprit maintenant que les chiens n'avaient pas été perdus par accident. Ils avaient été enlevés, et quelqu'un là-bas n'appréciait pas leur retour. Il ne connaissait pas encore Darren Hart, ni la forme que prendrait son ingérence. Il savait seulement que l'appel auquel il avait répondu sur l'autoroute n'avait pas fini de poser des questions. Hello Hart revint par un matin gris où le ciel était bas sur les pins et l'air sentait la neige qui n'avait pas encore décidé de tomber. Elle arriva avec le même coup discret que précédemment, sa posture droite malgré le poids qu'elle portait, un dossier glissé sous un bras, comme si c'était quelque chose qu'elle pourrait laisser tomber si elle le tenait trop lâchement. Cade ouvrit la porte pour la trouver sereine mais pâle, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière, son manteau olive boutonné avec une précision qui suggérait des nerfs déguisés en ordre. « J'ai réfléchi, dit-elle une fois à l'intérieur, sa voix stable d'une manière qui semblait répéter, à un meilleur arrangement. Elle attendit qu'il acquiesce avant de continuer, jetant un coup d'œil vers Vesper, qui était allongé près des chiots, la tête levée, les yeux suivant les mouvements d'Aloan. Aloan prit une inspiration. Il y a une petite maison non loin d'ici, vide, assez proche pour que je puisse marcher, assez proche pour que vous ne soyez pas seul avec la responsabilité. Je peux la couvrir pour les chiens. Cade ne répondit pas tout de suite. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, étudiant la femme en face de lui. Hello vivait simplement. Il avait vu ses chaussures usées aux talons, la façon prudente dont elle pliait son foulard. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait acquérir des biens avec des involtures, même modestes. « Vous avez dit que votre fils gère la plupart des finances, » dit Cade doucement. La bouche d'Eloin se serra une fraction de seconde avant de se lisser à nouveau. « Argent de famille, » répondit-elle. « Anciens arrangements. » L'explication tomba mal. Cade avait appris à faire confiance à la sensation qui suivait de tels moments. La subtile résistance dans sa poitrine qui lui disait qu'une histoire était incomplète. Il ne la pressa pas. Pas encore. La nouvelle se répandit rapidement à Breer Hollow. À la fin de la semaine, les gens parlaient déjà de la petite maison sur la colline, du soldat à la retraite et des chiens et de la femme âgée qui était intervenue avec des moyens inattendus. Cade sentit le changement quand il alla en ville. La façon dont les conversations s'interrompaient et reprenaient juste hors de portée d'oreille. Il l'entendit dans les regards silencieux du restaurant, dans la façon dont le commis de la quincaillerie s'attardait un instant de plus que nécessaire. La maison elle-même était sans particularité au premier coup d'œil.
Un seul étage, un revêtement pâle, un porche peu profond faisant face au bois. Elle était située sur une légère élévation, les arbres se pressant comme s'ils essayaient de la récupérer. Cade parcourut la propriété lentement, ses bottes craquant sur le gravier, ses yeux traçant les lignes du toit, des fenêtres, de la petite allée. C'était propre, trop propre. Pas de mauvaises herbes, pas de signes de longue négligence. Il posa des questions, pas directement, pas de manière à éveiller les soupçons. Un commentaire ici, une observation là. Il fallut moins d'une journée pour apprendre que l'achat avait été géré discrètement. Les formalités administratives passèrent plus vite que d'habitude. Le nom attaché à l'acte ne belonge pas à un cœur bas, Northbridge Holdings. Cade se tenait à sa table de cuisine ce soir-là, le nom écrit sur un morceau de papier, sa mâchoire serrée. Il avait déjà entendu parler de compagnies comme Northbridge, des promoteurs avec des brochures polies et des promesses de renouveau qui parlaient d'opportunités tout en encerclant la terre comme des prédateurs patients. Il consulta les registres publics sur son ordinateur portable, la lueur de l'écran dur dans la pièce sombre. Northbridge achetait des parcelles autour de Breer Hollow depuis des mois, souvent par des intermédiaires, souvent à des prix qui suggéraient l'urgence. Vesper s'agita avec malaise pendant qu'il travaillait. Elle se leva de sa place et parcourut la pièce, puis s'arrêta à la fenêtre, regardant vers la colline où se tenait la nouvelle maison. Ses oreilles s'aplatirent brièvement, un son bas vibrant dans sa poitrine, si silencieux que Cade faillit le manquer. Doucement, murmura-t-il, bien que son propre pouls ait commencé à correspondre à sa tension. Cette nuit-là, le sommeil vint par vagues superficielles. Cade se réveilla avant l'aube avec la sensation d'être observé, le vieux réflexe surgissant sans permission. Il tendit de la main vers son téléphone puis s'arrêta. La pièce était silencieuse à l'exception de la respiration régulière des chiots. Vesper se tenait à nouveau à la fenêtre, sa silhouette rigide contre la faible lumière. Il suivit son regard et remarqua pour la première fois un point scintillant sous les avant-toits de la nouvelle maison. Un bref reflet disparut dès qu'il se concentra dessus. La découverte vint l'après-midi suivant. Cade monta la colline seul, ses mouvements sans hâte, son attention large. L'air était assez froid pour piquer. Il fit le tour de la maison une fois, puis encore, les yeux scrutants. Quand il atteignit le coin arrière sous le surplomb, il le vit clairement. Une petite caméra, pas plus grande qu'une phalange de pouce, montée juste hors de vue occasionnelle, inclinée vers l'allée et le chemin menant à sa propre place. Il s'accroupit là un long moment, le monde se rétrécissant au bourdonnement du sang dans ses oreilles. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la surveillance. Alors que Cade tendait la main pour examiner la caméra plus attentivement, Vesper apparut à ses côtés sans prévenir, sa présence soudaine et solide. Elle se pressa contre sa jambe, non pas pour se cacher, mais pour s'ancrer. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle s'assit parfaitement droite, les deux pattes avant pressées l'une contre l'autre, reflétant la posture qu'elle avait adoptée sur l'autoroute quelques jours auparavant. Le message atterrit avec un poids qui rendit Cade immobile. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Il baissa la main et recula, laissant la caméra intacte. Ce soir-là, Eloin revint, portant un sac de fournitures et un sourire soigneusement composé. Cade la regarda parler d'horaire et de rotation d'alimentation, et à quel point elle était soulagée que de l'aide arrive. Ses mots étaient jetants. Ses yeux étaient fatigués. « Qui a organisé l'achat ?» demanda Cade doucement, attendant qu'elle finisse. Eloin hésita. Le silence s'étira entre eux, épais et fragile. Finalement, elle s'assit, croisant les mains sur ses genoux comme pour les empêcher de trembler. « Je ne l'ai pas. » a dit Daly, pas entièrement. Elle lui raconta alors la pression qui s'était accumulée au cours de la dernière année. Des hommes qui venaient avec des offres et des sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Des contrats qu'elle ne comprenait pas entièrement.
et une entreprise Northbridge qui s'était positionnée en sauveur tout en resserrant son emprise. La maison avait fait partie de l'arrangement, présentée comme une aide, comme une preuve de bonne volonté, un moyen de faire entendre raison à son fils. Je pensais que si les chiens étaient en sécurité, si vous étiez impliqués, cela le ralentirait, dit-elle, sa voix faible. Je ne savais pas pour la caméra. Cade l'a cru. Il avait appris à reconnaître la peur authentique. Et c'était ça. Calme, épuisé, teinté de honte. Quand elle partit, la maison sembla plus lourde, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la vérité. Cade s'assit seul, le dossier de documents ouvert devant lui, le nom de Northbridge estampillé à l'encre soignée. Il comprit maintenant que le cadeau était un levier et qu'il était censé en être le point d'appui. Dehors, la nuit s'installa sur les pins. Vesper retourna à la fenêtre, regardant la colline, son corps tendu, mais contrôlé. Cade la rejoignit, posant une main sur son dos. Ensemble, ils se tinrent dans la lumière tamisée. Deux sentinelles face à un futur qui avait révélé son premier bord tranchant. La maison lui avait été offerte comme une aide, mais l'aide, Cade le savait, était rarement gratuite. Darren Hart arriva par un après-midi clair qui portait le calme cassant du début de l'hiver. Cade le vit d'abord par la fenêtre de la cuisine. Un homme grand sortant d'une berline sombre garée juste avant l'allée. Le col du manteau relevé plus pour l'effet que pour la chaleur. Darren se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un habitué à être bienvenu. Les épaules en arrière, le menton levé, un sourire exercé déjà formé avant qu'il n'atteigne le porche. Il ressemblait à un homme qui avait appris tôt comment réussir les inspections sans jamais s'y soumettre. De près, la ressemblance avec Éloin était faible mais présente. Les mêmes yeux bleus pâles, bien que ceux de Darren aient une lumière plus froide, rapide à mesurer l'avantage. Ses cheveux étaient foncés et soigneusement peignés, pas un cheveu en désordre, son visage rasé de près, la mâchoire assez nette pour suggérer le contrôle plutôt que la force. Il portait un manteau de laine anthracite sur un col roulé noir et un pantalon foncé, des chaussures polies inadaptées au gravier. Tout en lui signalait un ordre imposé, non mérité. « Monsieur Roar », dit Darren chaleureusement, tendant la main comme s'ils se rencontraient dans des circonstances ordinaires. « Je suis Darren Hart. Je suis venu chercher les chiens. » Vesper se leva avant que Cade ne puisse répondre. Elle fit un pas en avant, se plaçant carrément entre Darren et la porte, son corps bas mais stable, les oreilles en avant, les yeux fixes. Ce n'était pas un grognement. C'était une limite. Le sourire de Darren se crispa une fraction de seconde. Un clignement si bref qu'il serait passé inaperçu par quiconque moins attentif. « Vous voyez, » dit-il légèrement, retirant sa main. « C'est ce que je veux dire. Ma mère est attachée, mais elle ne comprend pas à quel point cela peut devenir dangereux. Elle est exploitée. » Cade s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés. « Elle a demandé de l'aide. Ce n'est pas la même chose. » Darren expira comme accablé par la patience. Elle a 73 ans. Elle ne prend plus les meilleures décisions. Son regard glissa vers Vesper, puis vers la maison au-delà. Ces chiens sont une complication, une responsabilité. Ils doivent aller quelque part d'approprié. Vesper ne bougea pas. Un des chiots s'agita derrière elle, un petit son qui sembla résonner trop fort dans l'après-midi tranquille. Cade sentit la clarté familière s'installer, le rétrécissement de la concentration qui venait quand une ligne était tracée. « Ils ne vont nulle part, dit-il. Pas avec vous. » La colère fit alors surface, vive et sans masque. La bouche de Darren s'amincit, ses yeux se durcirent. « Tu n'as rien à faire ici, » dit-il doucement, la chaleur disparut. « Cette ville n'a pas besoin de toi pour jouer les héros. » Cade le regarda attentivement, cataloguant le changement. Quand Darren recula, maîtrisant son expression, le mal était déjà fait. Le masque avait glissé. Darren se retourna sans un mot de plus et retourna à sa voiture, le gravier craquant sous des chaussures qui n'avaient jamais été faites pour cela. Ce soir-là,
Cade resta assis à table longtemps après la tombée de la nuit, des papiers étalés devant lui. Il n'enquêtait pas, comme les films le suggéraient. Pas de confrontation dramatique, pas de raccourcis. Il suivait des schémas. Il traçait des liens. Northbridge Holding apparaissait encore et encore. Son nom était tissé à travers des sociétés écrans et des partenariats limités qui encerclaient la terre de l'Elwyn comme des vautours silencieux. Le nom de Darren faisait surface là où des signatures étaient nécessaires, là où la persuasion était appliquée près de chez soi. Cade n'essaya pas d'être avocat. Il trouva quelqu'un qui pouvait parler cette langue couramment. Mara Winslow le rencontra au restaurant le lendemain matin, se glissant dans la banquette en face de lui avec un carnet déjà ouvert. Elle avait une trentaine d'années, aux traits vifs, avec des cheveux auburn courts glissés derrière ses oreilles et des yeux qui ne rataient presque rien. Elle portait une lourde doudoune noire et des bottes éraflées par le travail sur le terrain, l'uniforme de quelqu'un qui préférait les faits aux apparences. « J'entends que vous avez un problème de promoteur », dit-elle sans préambule. Cade apprécia l'efficacité. Il exposa ce qu'il savait en gardant l'émotion hors de cela. Mara écouta, son stylo bougeant rapidement, son expression pensive. « North n'aime pas la lumière du jour, dit-elle. S'ils poussent à travers Darren, cela signifie qu'ils veulent la terre bon marché et tranquille. »« Et les chiens ?» demanda Cade. La bouche de Mara se courba en quelque chose de sinistre. Pression, levier. Les gens pensent que la cruauté est bruyante. La plupart du temps, elle est subtile. Cade était dans le salon quand le son brisa le calme. Un claquement sec suivi du tintement et de l'effondrement du verre. Il était debout avant que l'écho ne s'estompe, son cœur battant la chamade, prêt à agir. Vesper s'élança, non pas vers la fenêtre brisée, mais vers l'arrière de la maison. Cade suivit, ses bottes frappant le sol à grandes enjambées contrôlées. Dehors, la nuit sentait le givre et le pain. Vesper n'aboya pas. Elle sprinta droit dans l'obscurité, son chemin décisif. Cade atteignit le bord de la cour juste à temps pour voir une ombre se retirer entre les arbres. Le léger craquement de pas pressés indiquant une direction plutôt qu'un visage. Il ne poursuivit pas. Il mémorisa l'angle, la distance, le timing. Quand il revint à l'intérieur, Vesper se tenait près de la fenêtre brisée, sa posture calme, les yeux alertes. Les chiots gémirent doucement, effrayés mais indemnes. Cade s'agenouilla, les vérifiant, puis se releva et examina les dégâts. Une pierre, un message. Le lendemain, la ville bourdonna. Certaines personnes offrirent leur aide. D'autres regardèrent de loin, la curiosité teintée de prudence. Darren ne revint pas, mais sa présence persistait sous forme de questions et de murmures. Cade rencontra Mara à nouveau, cette fois avec des photographies et des chronologies. Elle hocha la tête, assemblant déjà une histoire qui ne pouvait être ignorée. « Ce ne sera pas rapide », prévint-elle, « mais ce sera public. »« C'est le but, » dit Cade. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans un calme inquiet, Vesper était allongée près des chiots, son corps détendu, mais ses yeux ouverts. Cade était assis à proximité, le poids de la responsabilité lourd mais familier. Il n'était pas venu à Briar Hollow pour se battre, mais il savait que certaines batailles arrivaient de toute façon. Et quand elle le faisait, l'effaceur n'était jamais la réponse. La forêt derrière la maison de Cade ne semblait pas dangereuse au premier coup d'œil. Elle ne l'était jamais. Les pins se dressaient hauts et régulièrement espacés, leurs troncs droits comme des piliers, leurs aiguilles étouffant le son et la lumière. La neige n'était pas encore tombée, mais le sol conservait le froid, raide de givre sous les feuilles. C'était le genre d'endroit que les gens sous-estimaient parce qu'il semblait ordonné, parce qu'il n'annonçait pas ses risques. Vesper y entra sans hésitation. Elle se déplaça devant Cade à un rythme régulier, sans courir, sans renifler sans but, la tête basse et la queue immobile. À 50 ans, elle était entièrement adulte, son pelage noir et feu épais et usé,
son corps maigre d'une vie qui n'avait pas permis la douceur. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré, légèrement incliné à gauche du chemin de gibier étroit qui serpentait entre les arbres, comme si elle suivait une carte que seule elle pouvait lire. Cade la suivit, ses bottes craquant doucement, les sens ouverts. Il ne portait aucune arme dans ses mains, seulement une lampe de poche accrochée à sa ceinture et un téléphone dans sa poche. Ce n'était pas une mission au sens ancien. Il n'y avait pas d'ordre, pas de plan d'extraction, seulement une direction qui semblait inévitable. Il avait appris au fil des ans à distinguer la peur de l'avertissement. La peur se précipitait, l'avertissement attendait. Vesper avait attendu. Toute la matinée, elle avait fait les 100 pas dans la maison, s'arrêtant au même endroit près de la fenêtre et revenant avec une insistance croissante. Quand Cade se leva finalement et dit « Montre-moi », elle n'avait pas regardé en arrière, elle était simplement partie. Ils marchèrent pendant près de 20 minutes avant que les arbres ne s'éclaircissent. L'air changea d'abord, métallique, rance. Puis Cade le vit, une structure basse à moitié cachée par des broussailles. Son toit en tôle ondulée terni par la rouille. Sa porte en bois déformée et gonflée. Un vieux cabanon de rangement, le genre laissé quand la terre changeait de main et que la mémoire survivait à la raison d'être. Vesper s'arrêta à 10 mètres de la porte, elle n'approcha pas. Elle se planta, les pattes écartées, les yeux fixes. Cade sentit les poils de ses bras se hérisser. À l'intérieur, l'odeur le frappa immédiatement. Poussière, huile, vieux papier. Il balaya l'espace avec la lampe de poche, son rythme cardiaque s'accélérant, non pas de panique, mais de reconnaissance. Des caisses empilées, une table pliante. Dessus, des dossiers alourdis par une brique, un disque dur portable, 2 petites caméras identiques à celles qu'il avait trouvées sous les avant-toits de la maison sur la colline. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la planification. Cade feuilleta les documents avec précaution. Contrat au langage juridique dense. Carte de parcelle entourant Briar Hollow. La terre d'Elowan soulignée en rouge. Des emails imprimés et surlignés. Le nom de Darren apparaissant assez souvent pour établir un schéma. Pas assez pour paraître négligent. Il y avait des copies de photos de surveillance, des images granuleuses du Porsche d'Alohan, de l'allée de Cadet, des horodatages précis. Un son derrière lui attira son attention vers l'extérieur. Des voix, 2, peut-être 3. Des pas s'approchant trop vite pour être confortables. Par l'arrière, murmura Cade, mais Vesper ne bougea pas. Elle se déplaça plutôt, se positionnant entre la porte et la sortie étroite à l'arrière du cabanon, ne bloquant pas Cade, mais bloquant le chemin. La voix de Darren coupa le silence, aigu d'urgence. Ça devrait être ici. Ne touche à rien. Il apparut dans l'embrasure de la porte quelques instants plus tard, le manteau ouvert maintenant, les cheveux ébouriffés, le polissage des rencontres précédentes effacé par la hâte. Derrière lui se tenait un deuxième homme que Cade ne reconnut pas. La quarantaine large, barbe coupée, court à la mâchoire, portant une veste sombre qui n'avait rien à faire dans les bois. Ses yeux clignotaient constamment, évaluant les angles, les distances. Un entrepreneur de la pression, pas de la violence. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis Darren vit Cade. La colère vint d'abord, brute et non filtrée. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, le souffle rapide. Ça ne te concerne pas. » Cade fit un pas en avant, se plaçant entièrement à la vue. « Cela concerne Elowan, dit-il calmement, et cela concerne ses chiens. » Darren rit, un son court et cassant. « Tu penses que ça finira bien pour toi? » Il fit un pas en avant, puis glissa, ses bottes glissant sur le sol verglacé. Le moment brisa son élan, sa confiance se fracturant juste assez pour que la vérité apparaisse. Vesper saisit ce moment, non pas avec les dents, non pas avec la force. Elle se déplaça latéralement, son corps coupant la sortie derrière Darren, sa posture large et inamovible. Elle aboya une fois, bas et vif,
un commandement plus qu'une menace. Le deuxième homme jura et recula, son rythme cardiaque s'accélérant. « Darren, nous devons y aller. » Le regard de Darren fit la navette entre Cade, la chienne, les papiers éparpillés. La panique commença à fuir par les fissures. Il se jeta au lieu de réfléchir, tendant la main vers la table, faisant tomber des documents au sol. Cade réagit instinctivement, attrapant le bras de Darren, le mouvement exercé et maîtrisé. Ils trébuchèrent, leurs bottes glissant, le cabanon soudainement trop petit pour le poids des années qui s'y pressaient. Un cri coupa le chaos. Elowen. Elle était apparue au bord de la clairière, attirée par le bruit, par la peur, par un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Elle était pâle, essoufflée, son manteau déboutonné, une main agrippant un arbre pour l'équilibre. Darren se tourna vers elle, le choc traversant son visage. « Maman, recule !» cria-t-il. Mais l'avertissement arriva trop tard. Le pied d'Elo glissa sur le sol inégal et elle tomba lourdement, la chute lui coupant le souffle. Cade relâcha Darren instantanément et bougea, atteignant elle loin en deux enjambées, la soutenant avant qu'elle ne puisse rouler. Elle serra sa manche, les yeux grands ouverts, la douleur et la réalisation se heurtant dans son expression. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, bien qu'il ne fût pas clair à qui. Le deuxième homme s'enfuit. Darren hésita, déchiré entre la colère et l'instinct de survie. Vesper avança d'un pas, maintenant son regard. Elle ne grogna pas. Elle ne montra pas ses crocs. Elle attendit. Darren craqua. Il se retourna et courut, traversant les broussailles, laissant derrière lui des papiers et des preuves, et l'écho de son propre souffle. Au moment où Cade aida Eliane à se relever, la forêt les avait engloutis. Ils ne poursuivirent pas. Cade savait quand laisser les conséquences les rattraper à leurs propres conditions. Plus tard cet après-midi-là, l'article de Mara Winslow fut mis en ligne. Elle n'embellit pas. Elle n'adoucit pas. Elle exposa les documents, les cartes, la surveillance. Elle nomma Northbridge Holdings et décrivit le schéma d'acquisition et de coercition. Elle décrivit la pression exercée sur les propriétaires terriens âgés, l'utilisation de membres de la famille comme levier. Elle inclut des photographies claires, indéniables. Briar Hollow réagit comme les petites villes le faisaient toujours lorsque le calme finissait par se briser. D'abord le choc, puis la colère, puis le travail lent et déterminé de la reddition de comptes. Cade était assis sur son porche ce soir-là, Vesper à ses pieds, les chiots endormis à l'intérieur. La forêt était redevenue calme, les pins insensibles aux révélations humaines. Elowen se reposait à l'intérieur, secoué mais en sécurité, enveloppé dans une couverture et le silence. Mara appela une fois, sa voix fatiguée mais résolue. « Ce n'est que le début, » dit-elle. « Je sais, » répondit Cade. Alors que la lumière s'estompait, Vesper leva la tête et regarda vers vous. Les bois une dernière fois. Puis elle s'allongea, la tension s'apaisant de son corps. Quoi qu'elle ait attendu, quelle que soit la ligne qu'elle ait tracée, elle avait été franchie. L'instinct les avait menés ici. Le reste suivrait. L'enquête officielle commença sans cérémonie. Il n'y eut pas de lumières clignotantes devant la maison de Cade, pas de conférences de presse dramatiques sur les marches du palais de justice. Cela commença discrètement, comme la vérité le faisait souvent à Briar Hollow, par des appels téléphoniques passés à huis clos. Des dossiers furent demandés, des noms écrits et soulignés. Northbridge Holdings gela ses opérations locales dans les 48 heures, citant un examen interne. C'était une phrase destinée à gagner du temps. Elle n'acheta pas le silence. Darren Hart fut arrêté la semaine suivante pour intimidation et coercition, son arrestation effectuée sans spectacle. La ville regarda par les fenêtres et les portes alors qu'il était conduit dans un véhicule de police, son visage pâle, sa mâchoire serrée, essayant toujours de ressembler à un homme maîtrisant sa propre histoire. Cade n'assista pas à l'audience. Il apprit le résultat plus tard de Mara Winslow, qui appela avec le calme sec de quelqu'un habitué à laisser les faits parler plus fort que la satisfaction. « Ça avance, dit-elle, lentement mais sûrement.
C'est le meilleur genre. Sa voix portait l'épuisement et quelque chose comme le soulagement. Elle avait passé des années à chasser des histoires les plus petites, des histoires qui ne changeaient jamais vraiment rien. Celle-ci avait du poids. Elle avait des témoins. Il n'y eut pas de célébration dans les jours qui suivirent, seulement un ajustement. La petite maison sur la colline, autrefois symbole de levier, était vide, ses fenêtres reflétant les pins et le ciel. Cade y monta un après-midi avec Eloin, le gravier craquant sous leurs chaussures, l'air vif du soleil de fin de saison. Et l'Eloin se déplaçait plus lentement maintenant, une canne dans sa main droite, sa posture toujours prudente, mais plus repliée sur elle-même. Elle portait un doux cardigan bleu sous son manteau, ses cheveux argentés soigneusement attachés en arrière, son visage plus calme que Cade ne l'avait jamais vu. « Je ne veux pas vendre, » dit-elle simplement, s'arrêtant sur le porche. « On ne me forcera plus. » Cade hocha la tête. « Tu n'as pas à tout décider aujourd'hui. » Ils se tinrent ensemble un instant, écoutant le vent passer à travers les arbres. La maison semblait différente maintenant. Pas exactement nettoyée, mais honnête. Les caméras avaient été retirées. Les documents saisis. Ce qui restait était structure et espace attendant un but. La décision ne vint pas comme une révélation, mais comme une continuation. Cade offrit de garder la maison, de la maintenir comme un lieu de refuge, petit, tranquille, expérimental, non pas un abri avec des règles et des formulaires, mais un lieu de détention pour ce que le système négligeait. Des animaux abandonnés, des aînés poussés dans des coins qu'ils n'avaient pas choisis. Elo accepta sans hésitation, ses yeux s'éclairant de quelque chose comme de la reconnaissance. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir quand une chose méritait d'être entretenue. Ils commencèrent modestement. Des réparations d'abord, de la peinture fraîche sur les rampes du porche, de nouvelles serrures, une rampe construite sur un côté, solide et douce dans sa pente. Elwyn venait tous les matins avec un thermos de thé et l'habitude de quelqu'un qui réapprend ce que c'est que la sécurité. Elle se déplaçait dans l'espace, touchant les murs, redressant des objets qui n'en avaient pas besoin, laissant de petits signes de présence derrière elle. Elle riait plus qu'elle ne parlait, un son léger qui la surprenait autant que n'importe qui. Vesper revendiqua le porche comme sa station. Elle s'y allongeait l'après-midi, étirée sous le soleil, son pelage noir et feu se réchauffant, sa tête juste assez levée pour surveiller le chemin. À 5 ans, elle avait la confiance sereine d'une chienne qui connaissait sa place. Elle ne faisait plus les 100 pas la nuit. Elle ne sursautait plus au bruit de lointain. La maison et la colline s'étaient enfin alignées avec ses instincts. Les chiots grandirent comme les chiots le faisaient, rapidement, de manière inégale, comme s'ils essayaient différentes versions d'eux-mêmes. Micah resta près de l'eau, les yeux sombres, attentifs, un penseur. Pip était une agitation de mouvement, chassant les feuilles, découvrant son aboiement comme si c'était un nouveau jouet. Junie préférait l'ombre, regardant d'en dessous des marches du porche, sa tache pâle sur la poitrine clignotant quand elle décidait finalement de rejoindre les autres. Cade se retrouva à apprendre leur rythme sans effort, ses journées façonnées par les repas et les promenades, et la simple nécessité d'être présent. Cade fermait la porte de la maison principale quand Vesper se leva du porche et resta très immobile, son corps tourné vers la route. Elo marqua une pause au milieu d'un pas, la main sur la rampe. Une voiture approcha lentement, les phares tamisés, les pneus roulant prudemment sur le gravier. Elle s'arrêta juste avant l'allée. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis une femme sortit. Elle était plus jeune qu'Elo, peut-être dans la quarantaine, grande et mince, ses cheveux foncés tirés en un chignon lâche qui exposait un visage fatigué mais déterminé. Sa peau était pâle après de longues journées passées à l'intérieur, ses yeux ombragés d'inquiétude plutôt que d'âge. Elle tenait un dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Quand elle parla, sa voix portait hésitation et résolution à part égale. « On m'a dit que c'était un endroit qui aidait, dit-elle.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne savais pas où aller d'autre. Vesper la regarda sans hostilité, sa queue basse mais détendue. Cade sentit le changement, puis le subtil tour d'une clé. C'était ce que la maison devenait, non pas une solution, mais un seuil. Ils écoutèrent. Ils ne promirent rien. Ils offrirent une chaise, une tasse de thé, la simple dignité d'être entendus. Quand la femme partit plus tard cette nuit-là, les épaules plus légères, Vesper retourna à sa place sur le porche et s'allongea, son devoir accompli. L'hiver vint doucement. La neige tomba en couches fines et patientes, transformant la colline en quelque chose de propre et silencieux. L'enquête continua son travail ailleurs, invisible mais constante. La présence de Northbridge recula. Darren ne revint pas. Briar Hollow s'adapta comme les villes le faisaient toujours, lentement, imparfaitement, mais en avant. Par un matin clair, Cade se tint au bord du porche, son souffle embuant l'air, observant Vesper et les chiens se déplacer dans la cour. Hello le rejoignit, sa canne tapant doucement contre les planches. « Ils appellent ça quelque chose maintenant, dit-elle, hochant la tête vers la maison. Vous savez ça? » Cade haussa un sourcil. « Le font-ils? » « Maison Vesper, dit Eloane en souriant, non pas à cause des miracles, à cause de la confiance. Cade considéra que le mot se mettait en place. Il pensa à l'autoroute au moment où il avait failli continuer à rouler. Il pensa à la forêt, aux documents éparpillés comme des feuilles, à la peur confrontée et laissée derrière. Il comprit alors ce qui avait changé. Non pas le monde, pas même la ville, mais la distance entre lui et elle. Il n'avait pas sauvé les chiens pour trouver un sens. Il les avait sauvés parce qu'il ne pouvait ignorer un appel. Ils, à leur tour, avaient refusé de le laisser disparaître. Alors que le soleil montait et que le jour se déroulait, Vesper leva la tête et le regarda une fois en arrière, ses yeux ambrés fixes et savants. Cade hocha la tête en retour, l'échange simple et complet. À Briar Hollow, il disait que l'endroit sur la colline était là où les rescapés apprenaient à sauver à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, Cade crut que c'était suffisant. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel, mais une interruption silencieuse sur une route ordinaire. Un chien qui refuse de partir. Un cœur fatigué qui s'arrête assez longtemps pour écouter. Si Dieu agit encore dans le monde, il le fait souvent par de petites grâces que nous manquons presque. Une porte ouverte, une main ferme, une seconde chance qui arrive vêtue de fourrure plutôt que de gloire. Dans la vie quotidienne, la plupart d'entre nous ne sommes pas confrontés aux choix qui font les gros titres. Nous sommes confrontés aux choix plus lents, plus courageux. Rappeler quelqu'un quand l'orgueil dit de ne pas le faire. Faire preuve de gentillesse quand personne ne regarde. Protéger ce qui est vulnérable, même si cela nous coûte notre confort. Ces moments peuvent sembler petits, mais le ciel mesure différemment. L'amour n'est jamais gaspillé. La compassion n'est jamais oubliée. Et parfois, la chose même que vous sauvez devient la raison pour laquelle vous continuez à vivre avec un but. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel que l'espoir peut encore trouver un chemin vers la maison. Laissez un commentaire et dites d'où vous regardez. Ou partagez un moment où vous avez ressenti la guidance de Dieu dans un moment qui semblait ordinaire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, avec la paix, protège ceux que vous aimez, et place les bonnes personnes et les bons miracles sur votre chemin exactement quand vous en avez besoin. Le poste.